dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast santé qui amplifie la voix des femmes dans un système de soins patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maha Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule et parce qu'ensemble, on est plus forte. Bonjour Caroline. Bonjour Maha. Et bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Comment vas-tu aujourd'hui ? Il y a du bon et du moins bon, mais plutôt pas mal. Ok. Caroline, je t'ai connue car tu fais partie du collectif Cancer Colère. Oui. Et j'avais lancé un appel pour les personnes, auprès du collectif, les personnes qui avaient envie de venir déposer leur expérience du cancer. Et notamment à un moment où en France, l'Assemblée nationale votait la loi du plomb, qui a à voir avec les pesticides et l'utilisation de produits phytosanitaires, comme on dit, dans l'agriculture. Et tu as répondu à cet appel. Donc merci beaucoup d'être là. Et Caroline, quand tu as envie, quand tu es prête, eh bien, on peut commencer. Je suis prête, je t'écoute. Tu peux commencer par te présenter. Je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans, j'ai une fille de 10 ans. Et depuis 1 an maintenant, ça fait 1 an jour pour jour, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Ok. Qui a donc mis une pause sur ma vie et changé un paquet de choses. Ouais, j'imagine. Si tu es d'accord, on va commencer par parler de ton diagnostic. Comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Alors j'avais des douleurs et des sensations étranges, difficiles à nommer. C'est bizarre parfois de nommer ce qu'on a. Et j'ai vécu 2 ans d'errance médicale, parce que quand on est une femme et qu'on dit qu'on a un problème au ventre, on nous dit c'est le stress. Bien sûr. Donc je l'ai répété à pas mal de médecins différents, j'ai enchaîné les erreurs médicales, et on en est arrivé à ce qu'au bout de plus de 2 ans d'erreurs médicales, on me dise que c'était pas le stress, c'était bien une tumeur au pancréas. Voilà. Waouh ! Et ça a commencé par des sensations difficiles à nommer, mais je sentais que quelque chose allait pas, quelque chose était en train de me bouffer de l'intérieur. Et voilà, quand j'en parlais, c'était mais madame, c'est le stress. Waouh ! Donc 2 ans d'errance médicale, 2 ans à aller voir des médecins pour dire que tu as mal au ventre. Et waouh, quoi. Franchement, parce qu'on dit que pour le cancer, un diagnostic rapide, c'est quand même aussi la clé de la rémission et de la guérison. Tout à l'heure, tu disais, il y a 1 an jour pour jour. On est le 2. On est le 2 février, ouais. Le 12 février de l'année dernière, j'ai eu le résultat de l'anapath qui confirmait qu'il s'agissait d'un adénocarcinome et donc d'un cancer. Mais la tumeur a été perçue à l'IRM le 15 janvier. Le 15 janvier. Donc c'est un mois entre mi-janvier et mi-février où tout s'est précipité et où ça a basculé. Et où ça a basculé. Et toi, au moment où on te propose, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à avoir cet IRM, cet examen ? Quel médecin finalement t'a écouté ? Quel médecin finalement a dit « Ok, on va aller un peu plus loin que c'est du stress et il faut vous détendre, madame ». Alors, depuis le début, mon médecin traitant qui était toujours, lui, en soutien, ça a été le seul. Et les pouvoirs d'un médecin traitant sont assez limités, surtout face à l'institution hospitalière. Donc lui, plusieurs fois, avait cherché un petit peu dans tous les sens. Il m'avait renvoyé vers un gastro qui m'avait dit n'importe quoi. Et le 11 novembre 2024, j'ai fait une pancréatite pendant la nuit du 11 au 12. Je souhaite à personne, c'est pas très agréable une pancréatite. C'est ce que j'allais te demander, comment ça se manifeste ? En fait, ça a été une chance parce que ça a enfin fait qu'on a commencé à me prendre au sérieux. Et même là, en fait, quand j'ai fait le 15, la première réaction était de dire « C'est un ulcère, une petite gastrite, madame ». J'ai dit « Non, ce n'est pas ça ». Enfin, bref, à force de ramer, bon, ça s'est terminé en « Allez voir votre médecin demain matin ». Mon médecin m'a dit « Oulala, sonnette d'alarme, faites une prise de sang, il faut faire une échographie en urgence ». À ce moment-là, je me suis tournée vers l'hôpital qui ne voulait pas me faire d'échographie. Une infirmière qui m'a fait une prise de sang et qui m'a dit « Ça va pas du tout, il faut vraiment que vous fassiez une échographie, c'est urgent ». Bon, comme personne ne voulait me prendre, il a appelé les urgences, il m'a dit « Allez-y, je me débrouille, ils vont vous prendre ». Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une pancréatite. Waouh. À ce moment-là, on m'a dit j'essaye en plus de synthétiser, franchement, d'épargner tous les détails. Donc à ce moment-là, j'arrive en fait aux urgences, on me dit « Attendez 2 heures pour bien être à jeun pour faire une prise de sang ». Alors que je venais de faire une prise de sang, qu'il suffisait d'aller aller voir les résultats, mais bon bref, passons. Au bout de quelques heures, on me dit « C'est une pancréatite, on vous garde ». J'ai dit vous me gardez combien de temps ? On me dit « On ne sait pas, c'est une pancréatite. Appelez votre famille, on vous garde ».
Il dit ok, très bien. Et donc là, l'enjeu, c'était le plus rapidement possible de faire une échographie pour voir si oui ou non j'avais des calculs dans la vésicule. Et en fait, c'est que dans les mois qui avaient précédé, j'avais fait un certain nombre d'examens avec le gastrologue qui avait fait un diagnostic un peu délirant, mais j'avais fait les examens. Donc j'avais avec moi IRM, scanner, tout ça, que j'ai montré au médecin à l'hôpital. La seule chose qu'elle avait à faire, en fait, c'était de demander à ce que je fasse une échographie pour voir si oui ou non j'avais des calculs et si la pancréatite était d'origine lithiasique, si ça venait de ces calculs. J'ai attendu toute la semaine, jamais d'écho, jamais rien. Entre-temps, j'ai eu plein de douleurs qui n'avaient rien à voir, oui et non, mais aux ovaires, bon, on n'écoutait pas. J'essaye vraiment de faire la version courte parce que c'est vraiment dingue. Non, vraiment, Caroline, prends ton temps, dis-nous tout. Ce qui t'est arrivé, c'est pas anodin. Ah bah non. Respire, prends ton temps, dis-nous tout. C'est qu'en fait, quand je suis arrivée... Donc là, tu fais cette pancréatite. Ouais. Quand je suis arrivée, j'avais, parmi tous les résultats, j'avais les résultats d'une entéro-IRM que j'avais faite. Qu'est-ce que c'est qu'une entéro-IRM ? Une entéro-IRM, c'est une IRM, en fait, du haut. Parce qu'en fait, j'avais fait une coloscopie qui n'avait pas pu aller jusqu'en haut parce que on a découvert que mon côlon était trop long. C'est un dolichocolon. Donc, dans ces cas-là, on fait une entéro-IRM pour vérifier l'intestin grêle et tout ce qui est en haut, pour vérifier notamment la maladie de Crohn ou des choses comme ça. Enfin, d'accord. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment parti sur... Tu as une inflammation du pancréas, une pancréatite. Non, ça, c'était avant. Okay. Quand j'ai fait cette entéro-IRM, c'était quand le gastrologue d'avant m'avait fait une coloscopie. En fait, c'est ça, c'est que ce mec a eu des résultats qu'il n'a pas lu. Enfin, bon, bref. Mais Non, pas bon, bref. Non, pas bon, bref. Attends. Alors, si tu veux, on y retourne parce on respire. Que ce gars-là, en fait, le gastrologue que j'ai vu entre... fin 2023 et mi-2024, a vu des résultats de scanners qui ont parlé d'une hypertrophie du pancréas, de la queue du pancréas. Ouais. Il a vu des résultats sanguins montrant des taux de lipase anormaux. Okay. Il a entendu que j'avais des douleurs en barre, qui me coupaient un petit peu là. Quand je lui ai demandé si ça pouvait avoir un lien avec le pancréas, il m'a dit « mais non, madame ». Ça n'a rien à voir, c'est le stress. Waouh. Par exemple, si votre pancréas a l'air gros, c'est parce que vous êtes fine. Or, je ne suis pas fine, c'est que j'avais perdu 15 kilos à cause de la maladie. Alors, j'ai envie de reprendre depuis le début. Ouais, non, mais c'est délirant. En fait, tout est délirant, c'est pour ça que ça pourrait... C'est ça. Donc, toi, un matin, à un moment dans ta vie, si tu peux me dire quand, tu as des maux de ventre. Ouais. Ça, c'était quand ? J'ai commencé à m'inquiéter vraiment début 2023. Ok, donc on est début 2023. Tu vas voir ton médecin généraliste qui, lui, te propose de faire quoi ? En fait, j'avais même déjà appelé le 15 qui m'avait dit « mais non, vous n'avez rien ». Mon médecin généraliste, à ce moment-là, il avait regardé dans mon sang parce que, en fait, comme ça se traduisait par des sensations un peu de faim mais bizarres, à un moment, on s'était demandé si c'était pas le ver solitaire. Ouais. Pas du tout dans l'idée d'un cancer du pancréas dans ce genre de cas. Bien sûr. Je disais juste, j'ai des sensations étranges, une faim insatiable, mais qui me fait mal en même temps. Enfin, c'était un peu bizarre. Et donc, on avait pensé à ça, donc on avait regardé dans le sang. Après, il avait pensé à l'Helicobacter pylori. Et c'est comme ça qu'il m'avait envoyé faire une fibroscopie qui avait montré qu'il n'y avait rien. Et en insistant... Le gastrologue m'avait emmené sur une coloscopie. Donc c'est toi qui as dû insister ou c'est ton médecin généraliste qui a dû insister pour la coloscopie ? Non, ça c'est moi. Ok. Ça c'est moi, mais à chaque fois que j'ai eu besoin d'assister pour avancer des examens ou quoi que ce soit, à chaque fois mon médecin, quand il devait passer des coups de fil, il le faisait. Génial. Il a toujours été en soutien, mais c'est vrai que sur le terrain, bien sûr que c'est moi qui insistais. Ouais. D'accord. Donc tu vas voir ce gastro-entérologue, tu demandes à avoir une coloscopie, donc un examen plus approfondi après la fibro, des intestins, c'est ça. Et là, on s'aperçoit... En salle de réveil, il me dit, donc là, vous n'avez pas de lésion, mais on n'a pas pu aller au bout parce que vous avez un dolichocolon. Donc c'est là, donc un côlon super long. Donc un dolichocolon, c'est un côlon trop long. Donc il faut faire une entéro-IRM pour compléter ça. Il me dit, mais de toute manière, je suis sûre de mon diagnostic. Et il me disait ça à chaque fois, à chaque rendez-vous, à chaque examen. Rassurez-vous, madame. Et son diagnostic, c'était quoi ? Alors c'était côlon irritable et prenez un antidépresseur, ça ira mieux. Waouh! Côlon irritable et antidépresseur. Oui. Et le gars te dit, je suis sûre de mon diagnostic. Oui. Avant, pendant, après les examens, il m'a toujours dit ça. Oui. D'accord. Et donc là, on est en 2023. Non, j'ai commencé à le voir en 2023. Et donc, lui, je l'ai vu jusqu'à mai-juin. Ouais, c'est ça, l'entéro-IRM, ça devait être en mai, dans ces eaux-là. Et voilà, à ce moment-là, en fait, l'entéro-IRM, ce qui est écrit sur le compte-rendu, c'est important pour la suite, c'est qu'il n'y a aucun problème au niveau du canal de Wirsung, le canal principal du pancréas,
et que j'ai une vésicule calculeuse. Et donc, j'en parle avec lui et il me dit « Oh, bah oui, vous verrez bien si vous faites une colique hépatique. On verra à ce moment-là, mais bon, à mon avis, c'est rien. » Et c'est là que je lui avais parlé de peut-être chercher du côté du pancréas et qu'il m'avait dit « Mais non, 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 c'est parce que vous êtes fine qu'il paraît gros. » Alors que j'avais perdu 15 kilos parce que j'étais malade. C'est ça. C'est complètement délirant. Enfin... Parce que toi, justement, tu n'arrivais plus à manger et donc tu as perdu 15 kilos, quoi. Oui. Ben, en fait, il n'y a pas que ça. J'avais peur à manger, mais en fait, mon corps a perdu. C'est bizarre quand on maigrit sans s'en rendre compte. En fait, je maigrissais à vue d'œil. Waouh. Mais lui, ça ne le perturbait absolument pas. Et il me disait qu'il y avait une hypertrophie du pancréas, c'est parce que j'étais fine. Alors que la perte de poids inexpliquée, c'est quand même un signe alarmant pour chaque médecin. Moi, il me semblait aussi. C'est quand même une base. Waouh. Okay. Et c'est que j'étais déjà dans un moment d'angoisse absolue où moi, je me voyais en train de dépérir sans savoir de diagnostic, mais où les gens autour de moi le voyaient, ça. À mon travail, ma famille me disait « Mais dis donc, t'as maigri, mais non, t'as maigri. » Et à mon travail, on commençait à me demander si j'avais une maladie grave. Et à ce moment-là, ils me disaient « C'est le stress, madame. » Il faut prendre un anxiolytique, quoi. Ouais, non, un antidépresseur. C'est même pas un anxiolytique, un antidépresseur. Ah oui, ok, très bien. Et donc, tu as le résultat de cette IRM. Et donc voilà, quelques mois après, j'ai de nouveau eu des douleurs. Et donc, on repensait à cette histoire de vésicule calculeuse. C'est pour ça que quand j'ai fait ma pancréatite en novembre après, j'arrive à l'hôpital avec ce dossier et en disant, bon, bah voilà l'IRM que j'ai faite. Et donc, il était éventuellement question d'une vésicule calculeuse, puisqu'une pancréatite peut venir de ce problème de calcul. Il fallait une échographie, c'était ce que mon médecin demandait depuis des mois. Et là, en urgence. J'ai attendu toute la semaine. J'étais pas au CHU, j'étais dans l'hôpital de proximité, qui, il est vrai, n'a pas tout le matériel et tout le personnel qu'a le CHU. Ouais. Ils peuvent être débordés, mais il y a un moment, faut pas exagérer. Parce que toi, tu vis dans quel coin, Caroline ? Moi, je suis à la campagne, je suis au fin fond de la Vienne. Je suis dans le département de la Vienne. D'accord, donc l'hôpital de proximité... C'est Montmorillon, ça dépend du CHU, ok, mais c'est beaucoup plus petit. Ok. Donc, je sais bien qu'il y a moins de personnel et moins de matériel, mais là, on arrive avec une pancréatite. Enfin voilà, il faut une écho. On n'a pas fait l'écho. Tous les jours, le médecin me disait « Oups, j'ai oublié de demander. Ah oui, il faut que j'y pense. » C'était des choses Donc ça, c'est le médecin de l'hôpital ? Ouais. Pendant que j'étais hospitalisée, avec le truc, on a une pancréatite, c'est d'être à jeun. Quand je dis à jeun, c'est à jeun de nourriture, mais à jeun aussi de boisson. Ouais. C'est-à-dire pas boire d'eau pendant une semaine, c'est compliqué. J'ai jamais vécu un truc pareil de pas boire d'eau pendant une semaine. Je te crois, waouh. Ouais. J'avais ces douleurs aux ovaires, mais on m'écoutait pas parce que comme je venais pour une pancréatite et pas pour un problème aux ovaires, ça méritait pas qu'on se penche sur la question. Le hasard aussi, pendant cette semaine, a fait que j'avais un contrôle au CHU pour mes yeux parce que j'ai des greffes de cornée, j'ai eu ça il y a une vingtaine d'années, et j'ai mon contrôle annuel. Donc j'y suis allée en ambulance, et en fait, je me suis dit, mais là-bas, on peut faire des échos. Mais je n'ai pas osé le dire parce que je me suis dit, qui es-tu, une pauvre malade qui a fait philo et pas médecine, pour aller leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc je n'ai rien dit. J'ai fait mon examen d'ophtalmo, puis en rentrant, je discute avec l'ambulancière qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas fait votre écho ici ?» Je dis pas, parce que c'est pas à moi de la demander. Enfin, je me suis dit que l'idée devait être débile. Et elle m'a dit « Mais non, mais c'est évident que vous auriez dû faire l'écho. Pourquoi les médecins n'ont pas demandé ?» Je dis « Je ne sais pas. » Voilà. Donc je suis rentrée à Montmorillon, j'avais toujours pas fait l'écho. Et là, le vendredi, la médecin vient me voir, elle me dit « Bon, eh bien, j'ai regardé votre IRM avec la gastro. On est d'accord, on signe pour un tableau de pancréatite luthiasique, c'est-à-dire que ce sont bien ces fameux calculs qui sont à l'origine de la pancréatite. Donc les calculs, la vésicule biliaire, tout ça. Elle me dit, vous sortez demain matin, je vous ai prévu des rendez-vous avec un chir viscéral, alors c'était pour la Saint-Guinglin pour très longtemps après. Et puis, au revoir madame, voilà. Et moi, je me disais, il y a un truc qui va pas. Et le samedi matin, j'allais pour sortir et à ce moment-là, j'ai regardé dans mon espace santé ou sur le portail, je ne sais plus, de l'hôpital et je vois mon scanner. Les résultats du scanner que j'avais fait en début de semaine. Et là, je m'aperçois que j'avais un kyste aux ovaires. Waouh! Et c'était pas la première fois en plus. Donc, j'ai fait rappeler le médecin. Évidemment, l'infirmière ne voulait pas. J'ai insisté très lourdement. Je lui ai simplement dit que je ne quitterais pas l'hôpital tant que je n'aurais pas vu la médecin. Le temps qu'elle arrive, j'avais sorti tous mes résultats d'examen. Et dans l'ordre chronologique, avec ma dernière écho pelvienne qui faisait suite à déjà un scanner qui avait montré le truc qu'on m'avait dit qu'il fallait suivre. Enfin bon, je lui avais envie de lui montrer que ça faisait une semaine que je lui disais que j'avais mal, que je lui avais dit que c'était pas la première fois et que je ne comprenais pas, quoi. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Que voulez-vous que j'y fasse ? On est samedi. » Waouh!
Mais est-ce qu'on est... Donc toi, tu passes... Ouais. Caroline, je vais respirer avec toi. Ouais. Donc, Caroline, tu as ces douleurs. Ton médecin généraliste fait comme il peut, mais tu vois un gastro-entérologue qui n'est pas à l'écoute. On te fait faire une première exploration qui ne donne rien. On te fait faire une coloscopie. Ton côlon est trop long, donc on t'envoie faire cette IRM. Et au moment où on t'envoie faire cette IRM, c'est là qu'on t'hospitalise aussi. Non, si j'ai c'est bien quelques compris. mois après, quand j'ai fait ma pancréatite. Ok. Quelques mois plus tard, le médecin il te dit « Moi, je sais que c'est le côlon irritable ou quelque chose comme ça. Voilà, laisse-moi tranquille, passe à autre chose dans ta vie, je t'ai dit que c'était ça. » Quelques mois plus tard, tu fais une pancréatite, donc une inflammation aiguë du pancréas qui fait super mal. Tu es hospitalisé pendant une semaine dans un hôpital que je qualifierais de rural. Est-ce que ce serait le bon terme? Oui. Dans un hôpital rural où tu parles et de tes douleurs aux ovaires et des examens que tu as auparavant. Et on te dit non, le médecin précédent avait raison, on va te donner un traitement et ça ira mieux et c'est dû à ta vésicule biliaire. Alors, elle me dit pas précisément que le gastro avait raison. Elle, ce qu'elle me dit, c'est « Youpi, on est trop forte, on a trouvé l'origine, ce sont les calculs. C'est pas le stress, c'est les calculs. » Ok, bon, c'est déjà ça. Oui, mais c'est hyper important pour la suite. Ok, donc c'est pas le stress, c'est les calculs. Voilà. Ok. Mais par contre, pour mes ovaires, elle me dit, pour mon kyste aux ovaires, elle me dit que voulez-vous que j'y fasse? C'est ça, c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Ouais. C'est que du coup, toi, quand tu es encore à l'hôpital, tu ouvres ton espace santé sur le site de la Sécurité sociale et tu vois le résultat de ce scanner, d'un examen qui démontre que tu as ce kyste aux ovaires. Et donc, c'est pour ça que depuis une semaine, tu dis que tu as mal, mais personne t'écoute. C'est ça. C'est un samedi, et elle, quand tu lui montres, elle te répond « Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Oui. Ok, voilà. Je lui propose, puisqu'elle a l'air d'avoir besoin d'aide, donc je lui dis, par exemple, me prescrire une écho-pelvienne pour suivre ce calcul, puisque, comme on disait, c'était pas la première fois et qu'on m'avait dit que c'était à suivre. Voilà. Je dis, bon, d'accord, je vous prescris ça. Je suis partie avec cette prescription et la sensation que cette personne n'était pas très, très attentive. Et je ne sentais pas du tout cette histoire de calcul et de vésicule. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, je continue à avoir mal, à tel point que j'ai rappelé le 15, qui, comme à chaque fois que j'appelle 15, me dit que je suis folle, que j'encombre la ligne, et qui me disait « Mais non, vous n'avez pas de raison d'avoir encore mal. Tant de temps après une pancréatite, au bout de 3 jours, ça passe. » Je disais « Peut-être que justement, il y a un autre problème. » On a toujours l'impression d'encombrer la ligne, donc bon, j'ai laissé tomber. Et donc, pendant les temps qui ont suivi, c'est mon mari qui me disait « Mais retourne aux urgences », parce qu'il voyait bien que j'étais pas bien. Et moi, je lui disais, mais non, parce que je vais aller aux urgences, et qu'est-ce qui va se passer? On va me mettre dans un coin, on va me faire attendre quelques heures pour me faire une prise de sang, après on va attendre quelques heures, après on va refaire un scanner, et puis après on va me redire la même chose, et en fait, ça avancera pas, quoi. Donc je disais, puisque là, de toute façon, elle avait l'air assez sûre d'elle, on va attendre son rendez-vous avec le chir viscéral, qui était prévu pour 2025, mais là, on est en 2024. Et en vrai, c'était pas vraiment satisfaisant. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et le 7 décembre 2024, l'occasion a fait que tout a changé puisque ma fille s'est broyé le doigt dans une porte à un anniversaire qu'il a fallu l'emmener aux urgences. Ok. Et en fait, en approchant des urgences de Montmorillon, on était en train de parler de mon expérience du mois d'avant. Et en fait, plus on avançait, plus on se disait « Mais c'est pas possible, en fait, il y a un problème, on va pas retourner vivre ça. » Et donc, on a fait demi-tour, on était quasiment arrivé à Montmorillon et on est allé à Poitiers. Et on a bien fait, pour 2 raisons, parce que ma fille était prise en charge au service pédiatrique alors qu'il n'y a pas d'urgence pédiatrique à Montmorillon. Et elle avait, elle aussi, le doigt vraiment fracturé. Donc on s'est dit que pour faire une radio de son doigt un samedi soir, sachant que moi j'ai attendu 1 semaine pour pas avoir d'écho, a priori elle aurait pu attendre 3 semaines avant d'être prise en charge. C'est ça. Elle a été opérée aussi le dimanche matin. Je sais pas quand elle aurait été opérée à Montmorillon, enfin bon bref. Et donc en même temps, forcément, moi je suis allée côté adulte. On a passé une soirée un peu étrange. Moi, pendant la nuit, le médecin que j'ai vu m'a dit « Là, tout de suite, maintenant, ça va, mais vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous appelez lundi matin à la première heure en chir viscéral, vous donnez mon nom, vous dites que vous êtes passé là et vous demandez un rendez-vous en urgence. » Encore une fois, Caroline, juste 2 secondes pour savoir. Donc, ta fille se broie le doigt, horrible. Ouais. En allant aux urgences de l'hôpital rural près de chez toi, plus tu te rapproches, plus tu te dis en vrai, ça va pas le faire. Ouais. Donc vous faites demi-tour, vous allez à Poitiers, ta fille est prise en charge par le service pédiatrique, et toi tu vas du côté adulte. Mais du coup, comment ça se fait? Parce que toi, t'étais pas bien, t'avais besoin de voir quelqu'un. Moi, j'avais mal depuis la pancréatite. En fait, je sentais qu'il n'y avait pas de mieux parce que après la pancréatite, j'étais censée... Oui, c'est une inflammation, j'étais censée aller mieux. Et quand j'avais appelé le 15, on m'avait dit « Mais non, c'est pas ça, ça dure quelques jours. » A priori, j'étais censée aller mieux, donc qu'est-ce qui allait pas? Parce que j'avais toujours mal. C'est ça.
Et en fait, mon mari, tous les soirs, me disait « ça va pas, faut que tu retournes aux urgences ». Mais moi, j'avais plus confiance en moi, puisque je me disais « il va se passer quoi ? Je vais revivre la même chose, le même cirque ?» C'est ça. Et en plus, avec mon travail, en plus avec ma fille, en plus avec tout ça, enfin, chaque fois, je lui disais « mais non, c'est pas possible ». Et demain, et même ce fameux samedi 7 décembre, il me l'avait encore dit la veille, et je lui avais dit « ben non, c'est pas possible, parce que demain, moi, c'est important que j'aille bosser, c'est samedi. Toi, il avait une compète à Poitiers. Je lui ai dit « il y a Romane qui a son anniversaire, faut que je la récupère, faut machin, enfin, je vais pas aller aux urgences. » Et puis, de toute façon, pourquoi faire ? Si c'est pour encore revivre le même cirque à chaque fois, voilà. C'est ça. Quelque part, enfin bon, il a fallu qu'elle se broie le doigt pour qu'on se sente obligé d'y aller et de faire quelque chose. Et là, vraiment, merci à ce médecin qui m'a dit « non, mais là, en fait, c'est pas normal ce qui se passe ». Et déjà, pendant cette nuit-là, ils m'ont dit, lui et puis, enfin bon, tous ceux que j'ai vus passer, ils m'ont dit « mais c'est bizarre cette histoire de calcul parce que ça se voit dans le sang. » Et nous, on voit pas ça. Ah, voilà. Et en fait, déjà, eux, ils commençaient à mettre un petit peu le truc dans le cerveau, mais je me disais, si c'est pas ça, c'est quoi ? Ça faisait tellement longtemps que je cherchais, et là, on me donnait une explication. J'étais pas satisfaite, mais j'étais quand même contente d'avoir une explication. Et là, je me disais, mais si c'est pas... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est encore, cette histoire ? Donc, je suis rentrée, je suis allée bosser le dimanche, n'importe quoi. Juste pour rien, enfin, bon, bref. Le lundi matin, j'ai appelé au CHU, j'ai eu ce rendez-vous pour le mercredi, donc vraiment 2 jours après. Et là, incroyable, la chirurgie viscérale que j'ai eue regarde tous les examens que j'ai apportés, regarde cette fameuse entéro-IRM. Et là, elle me dit, mais il n'y a pas de calcul. Je dis, mais comment ça, il n'y a pas de calcul ? Je lui dis, mais ils ont fait tout leur diagnostic dessus. Et elle m'a dit, non, ils ont fait leur diagnostic sur le compte-rendu. Le compte-rendu est erroné. Elle a dit, personne. Elle m'a dit mot pour mot, personne ne peut avoir regardé ces images et dire qu'il y a des calculs. Elle dit, la personne qui vous a fait un diagnostic n'a pas regardé les images. Waouh. Ouais. Waouh. Je suis restée une semaine. Elle m'a pas fait faire d'écho et elle a fait un diagnostic sur des images qu'elle n'a pas regardées, juste sur un compte-rendu qui était erroné. Et le compte-rendu qui a été fait par un médecin ou qui a été fait par une IA ? Ça, le compte-rendu, en fait, on s'est carrément demandé par la suite avec mon médecin traitant si... Il m'a dit c'est rare, mais ça peut arriver s'il n'y avait pas eu une inversion de dossier. Parce que entre les calculs que je n'ai pas et le canal de Wirsung qui est parfait, c'est dit il y a un truc qui ne va pas en fait. Ça, c'était à la polyclinique où j'avais fait en urgence cette entéro-IRM parce que pour avoir une place rapidement, j'avais cédé, j'étais allée dans le privé, dans une clinique, alors je ne vais jamais dans le privé, mais dans l'urgence de ces trucs-là, j'étais allée dans le privé et donc, comme d'habitude, ils ont fait n'importe quoi. Donc, ils se sont basés sur le compte-rendu et la personne à l'hôpital près de chez toi n'a jamais regardé les images. Voilà, elles sont deux. Elles sont deux à avoir signé ce diagnostic, elle et la gastro. Waouh. Après, je sais même pas si la gastro était là, parce que celle qui me l'a dit m'a dit qu'il y avait la gastro, mais comme elle a dit qu'elle avait regardé les images, si ça se trouve, elle n'a pas non plus vu la gastro. En fait, elle peut me raconter ce qu'elle veut. C'est ça. La confiance est rompue de toute façon, quoi, à partir du moment où tu sais que la personne n'a pas pu regarder les images. Elle n'aurait pas eu ce diagnostic. D'accord. Et donc, du coup, au CHU de Poitiers, la personne qui, elle, a regardé les images te dit quoi ? Ah bah là, elle me dit, là, on va vite lancer une série de trucs. Elle m'a dit, je vous revois dans 1 semaine jour pour jour. Elle m'a dit, ça va être très, très dur. C'était en décembre, avant les fêtes, tout ça. Elle m'a dit, ça va être dur, mais je vous fais confiance, vous trouvez une écho. Vous faites faire une écho dans la semaine. Ça a été extrêmement dur, mais j'ai réussi. Cette fameuse écho, la radiologue qui me l'a faite a reçu des chocolats cette année pour son anniversaire. Parce que cette radiologue, elle a tout de suite pu confirmer qu'il n'y avait pas de calcul. Mais elle n'a pas fait que ça. En fait, c'est ce qu'on lui demandait. Mais elle n'a pas fait que ça. Avant de partir, elle m'a dit, est-ce que vous avez un petit peu de temps ? Je dis, bah oui, bien sûr. Parce que j'étais encore dans un état d'angoisse dingue. Parce que je disais, ok, j'ai pas de calcul, mais je sais toujours pas ce que j'ai. Ouais. Bah oui. Et puis, j'ai pas l'impression... Et là, ça fait 1 an, quoi. Oh, bah, ça fait plus que ça, même. Alors là, ça fait déjà 1 an et demi bien tassé. 1 an et demi, waouh. Ouais, non, ça fait bien 2 ans. Non, ça fait un bail, ouais. Et donc, elle me laisse dans la salle d'attente et elle revient me voir en me disant, bah écoutez... J'ai regardé vos anciens scanners et là, j'ai essayé de regarder le plus loin possible. Je suspecte quelque chose, mais moi, à l'écho, je peux pas voir parce que ce que je vois, ce serait au niveau de la queue du pancréas et l'estomac cache le pancréas à l'écho. Donc, il faut que vous fassiez une IRM et il faut que vous la fassiez très, très vite. Et là, elle me prend par la main et elle m'emmène jusqu'à l'IRM pour que je prenne le rendez-vous très, très vite. C'est pour ça qu'elle a eu des chocolats. Elle a son anniversaire cette année. Voilà. Et en fait, c'est elle qui a mis le doigt sur le truc. Et ce que ça veut dire quand même, c'est que si on regardait attentivement, les anciens scanners, en fait, on voyait déjà. Alors que pourtant, c'était pas encore des scanners avec injection, ce qu'on m'a fait après.
Et en fait, voilà, en gros, s'ils avaient cherché, ils auraient déjà trouvé. Et toi, pendant 1 an et demi, tu étais dans la souffrance, tu C'est ça. perdais du poids, tu avais mal, tu souffrais dans ta chair. Et puis l'angoisse. Et on te renvoyait, et tu étais angoissée, on te renvoyait tout à toi. Et aussi à toi de prendre tes propres rendez-vous, quoi. Ça aussi, je trouve ça assez dingue. En France aujourd'hui, il faut vraiment... Ouais, ok. C'est ça. Très bien. Donc, du coup, tu as rendez-vous. Cette IRM que j'ai pris donc avec elle, là, on est donc vers le 18 décembre, un truc comme ça. Donc, j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant début janvier, évidemment. Bien sûr. Et c'est cette IRM qui a révélé... Ça, c'est pareil, enfin, comment ça s'est passé. Mais bon, c'est comme ça qu'on a su que j'avais une tumeur donc sur le pancréas. Ça n'a pas été limpide et ça n'a pas été rapide, mais on a trouvé. Voilà. Si tu veux partager avec nous, n'hésite pas. On est là pour ça. Non, mais c'est ce moment très étrange où je sentais bien qu'il était en train de se passer quelque chose quand même à ce moment-là. Et donc, j'ai attendu pour cette IRM. Ça se passe. Et en ressortant, on nous dit qu'on va voir le médecin. Et là, donc, je rentre dans ce petit cagibi avec ce petit médecin qui m'accueille avec un grand sourire. Alors, au début, je me dis, bon, il est sympa. Il me dit, bah écoutez, j'ai jamais vu ça. Je lui dis, mais comme ça veut dire quoi, j'ai jamais vu ça? Ah bah je sais pas, là je regarde les images, mais j'ai jamais vu ça. Et je comprenais pas ce qu'il me disait. Et il m'a dit, bah j'en sais rien. C'est peut-être qu'il y a eu du mouvement. Bon, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un cancer, c'est pas une tumeur, mais c'est flou. Bon, j'en parle avec mes collègues. Comment il m'a dit ça? Mes collègues de radio digestive. Je savais pas que ça existait, des collègues de radio digestive. Il dit voilà, on se tient au courant. Donc moi je suis repartie en fait pendant 24 heures un peu mi-figue mi-raisin, à pas trop savoir ce qui se passait. J'ai vu mon médecin traitant, je lui ai raconté ce qu'il m'avait dit. Alors tout le monde me dit bah le principal c'est ce qu'il t'a dit, qu'il n'y avait pas de tumeur, que c'était pas ça. Que c'était pas un cancer. Voilà, alors je disais ça veut dire quoi ce truc de j'ai jamais vu? Parce que je commençais à penser à des mots bizarres mais sans mettre vraiment le nom dessus, mais genre nécrose ou truc comme ça. Enfin, je disais à mon médecin est-ce que ça peut être ça, ce truc bizarre, flou? Je dis je sais pas pourquoi je pense à ce terme de nécrose. Puis mon médecin, il me dit, bah non, ça, il devrait avoir déjà vu. Donc là, il vous dit que c'est quelque chose qu'il a jamais vu. Donc, je sais pas. C'était très bizarre pendant plus de 24 heures, comme ça. Et puis, un mercredi midi, j'étais avec ma fille. On se préparait pour aller au judo, je sais plus. Et j'étais pas bien. Hein. Ouais. Et à peu près en même temps, j'ai eu un coup de fil et j'ai eu le courrier. Là, j'ai le radiologue qui m'appelle et qui me dit qu'il a discuté avec ses collègues de radio digestive et que donc, c'est une tumeur. Et oui, c'est là que tout s'effondre et que je pense à ma fille. J'étais sortie pour prendre le coup de fil et puis elle était là et puis je comprenais plus rien. 24 heures avant, elle me disait c'est pas ça et puis là d'un coup c'est ça et puis en même temps, je peux pas m'effondrer, il y a Romane. C'est un mélange de plein de choses et en fait, ce qui est fou dans cette journée, c'est le 15 janvier, c'est que je venais de passer des mois et des mois et des mois à courir après des rendez-vous médicaux, à courir parce qu'avant... Enfin voilà, j'ai eu plein de rendez-vous à arracher, quoi, vraiment. Et là, ce soir-là, tout le monde m'appelait. La gastro m'appelait, la chef de gastro, la chef de chirurgie viscérale, tout le monde m'a appelé. Ce jour-là. Et en fait, je pense qu'ils ont très très vite compris qu'il y avait une grosse boulette, voire quelques-unes, et qu'ils n'étaient pas très bien vis-à-vis de ça. Assez vite, on m'a dit, alors une tumeur, ça peut être cancéreux, ça peut être pas cancéreux. Si c'est cancéreux, ça peut être à tel endroit, ça peut être... Enfin, il faut qu'on précise l'endroit exact. Si c'est là ou là, c'est plus ou moins grave. Si c'est ci ou ça. En fait, il y avait des petits embranchements comme ça. Vraiment, ils ont été très forts. Enfin, ils m'ont déroulé le tapis rouge. Là, j'ai eu les examens, c'était même l'inverse. C'est que je téléphonais. Ils me disaient, il faut que vous demandiez tel examen en urgence. Quand j'appelais en urgence, je l'avais pour telle date. Et après, j'avais un coup de fil, on me disait, le chirurgien a fait avancer l'examen. Donc là, j'ai eu tout en avance. Donc ça veut dire que là, en fait, ça y est, tout le monde se rend compte que personne n'était vraiment sur l'affaire. C'est ça. Et tout le monde a un peu laissé tomber la balle, quoi. Ouais. Et tout le monde a un peu lâché le steak. Et du coup, tout le monde essaye de se rattraper comme ils peuvent. Ouais. Moi, c'est ça que j'entends. C'est ça. Ok. En fait, je suis persuadée qu'il y en a vraiment qui sont pas bien et que moi, je les ai vus, hein, ils étaient vraiment compatissants et pas bien. Mais en fait, on peut pas s'empêcher de se demander à quel point ils avaient peut-être pas envie de se couvrir aussi. C'est horrible à penser. Mais les erreurs ont été tellement énormes. Mais c'est ça. On n'est pas aux États-Unis, je vais pas aller porter plainte, j'ai autre chose à faire, j'ai pas l'énergie. Mais alors, il y aurait de quoi faire, en fait. Et je me dis, ça a été tellement énorme. Vraiment, dans un petit coin de ma tête, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi, quelque part, le besoin de se couvrir. Ah bah, moi je te dis tout de suite, je pense que oui. Avec la façon dont tu... Attends. Pendant 1 an et demi, on te dit c'est dans ta tête. Pendant 1 an et demi, la seule personne qui te soutient, qui est là avec toi, qui te dit « moi je te crois », c'est ton médecin généraliste. Les autres, ça va de «
bon, si vous voulez, on va faire cet examen, mais vraiment, c'est un peu exagéré. Ah, vous occupez la ligne du SAMU. Ah, c'est samedi après-midi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton kyste ? Oui, clairement, il y a des gens qui ont voulu couvrir leur derrière. Voilà. Waouh. Ok. Mais là, c'est opération, on rattrape les meubles, quoi. Bah oui. Bah déjà, il fallait lancer les examens importants. Par exemple, il y en a une... Enfin, je rigole parce que... Non, mais en fait, c'est tragicomique. Mais donc, il a fallu que je fasse une écho-endoscopie en urgence, par exemple. Ouais. Ils ont réussi à me faire avancer. Donc là, c'est un gastro qui met une caméra vraiment au plus proche pour bien cerner le problème. Ok. Donc à ce moment-là, c'était déjà de savoir voilà, à quoi ça ressemblait. On n'avait pas encore les... Ah bah non, c'est normal. Voilà, il faisait une biopsie. Il allait voir en visuel. Enfin voilà, on s'approchait du truc, quoi. Savoir si c'était opérable, ce que c'était exactement, où c'était précisément, et puis ce qu'il y avait dedans. On me le présente vraiment comme celui que tout le monde vient voir, que les gens font des centaines de kilomètres pour venir le voir. Le sauveur. Le gars est l'homme super providentiel. connu. Et en fait, je le vois, et clairement, enfin c'est drôle, moi ça m'a fait penser à Douglas dans Urgence. Parce que le mec... Dr. Ross. Mais c'était vraiment ça, parce que c'est le gars, il est bon, les gens ils font des bornes, mais il le sait. Et il a sa petite calotte violette qui est pas de la même couleur que les autres. Il a son petit sourire en coin avec ses petites trimes, tout ça, machin de moi je gère, je fais des petites blagues et tout ça. C'est un peu étrange. Mais bon, je me dis, allez, confiance. Donc je fais cet examen. C'est une anesthésie générale. Et il vient me chercher en salle de réveil. Il me réveille en me disant, ah bon, on l'a trouvé. On sait pas encore ce qu'il y a dedans, hein, mais on va l'enlever parce qu'il est vraiment pas beau. Hein. Ça, c'est le réveil de l'anesthésie générale. Waouh. Il y a tellement de choses à apprendre en faculté de médecine encore aujourd'hui, en 2026. Ok. Voilà. Donc, il te réveille pour te dire, c'est bon, on l'a trouvé, on sait pas ce que c'est encore, mais... Quand je me réveille de l'anesthésie, quoi. Waouh. Voilà. Il me dit, non, il est vraiment pas bon, on va l'enlever, de toute façon, quoi qu'il y ait dedans. Voilà. Donc, moi, je pars là-dessus, parce que c'est en anesthésie générale, mais sans ambulatoire. Donc, j'ai passé une bonne journée. Et donc, ça, c'était le 31 janvier. Donc, ça fait 1 an, voilà. Ok. Les résultats, c'était 12. Et donc, moi, avec mon médecin, on avait calculé en combien de temps il l'aurait à peu près, parce que comme lui, et c'est pas les autres, il m'avait dit, s'il y a une annonce à faire, est-ce que vous préférez que ce soit par moi ou par eux ? On a dit, par vous. Par vous, hein. Voilà, c'est ça. On s'est très bien organisé, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, il a ouvert le mail et il me l'a dit, et il a lancé le bousin. Ouais. Il a appelé de partout, il a envoyé des mails de partout, et en disant que là, parce que là, à ce moment-là, l'opération, c'était, est-ce qu'il y a opération ? Oui, non, il y avait une date, mais c'était au départ sur la fin mars. Et en fait, moi, je tenais plus, j'étais à un moment en fait, de douleur et d'angoisse où c'était devenu totalement invivable. Il a remué ciel et terre. Je ne saurais jamais ce qu'il a écrit dans ce mail, mais il a écrit un mail dans les 2 heures. Mon opération était avancée de 15 jours. Je lui ai dit après, dis donc, c'était d'une efficacité redoutable. Ouais, j'avais un scanner pareil à refaire encore parce que j'en avais pas assez fait. Il a réussi à m'avoir un scanner dans l'heure. Enfin, c'était génial. Enfin, c'était génial. Oui, voilà. En tout cas, ça se passe, quoi. Les choses se passent, les choses sont en action, comme tu dis. Il a mis la machine en route. C'est ça. Et il a pressé tout le monde. Et en face, il y a eu du répondant parce que, oui, la situation était celle-là. Et j'ai aussi eu une chirurgie viscérale qui était assez exceptionnelle au téléphone, qui avait pris le temps de m'expliquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous les ça peut être ça ou ça peut être ça ou ça. Et en fait, le truc, c'est que plus j'avançais, et à chaque fois, c'était du mauvais côté. A ou B et tout. Ouais. Voilà. C'était au mauvais endroit, c'était finalement cancéreux, c'était finalement machin de ça. La seule énorme chance qui s'est présentée assez rapidement, c'est qu'on m'a dit c'est opérable. Ok. Voilà. C'était le truc bien. Même si jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas vraiment. Et même si pendant l'opération, ils vont encore vérifier, en fait, m'expliquer qu'ils ouvrent. Et s'ils voient des nodules, ils referment. Et ma voisine de chambre avait eu des nodules et ils avaient refermé. Ok. Et ça fait très bizarre quand on voit ça. Et toi, à chaque fois qu'il y avait l'option pas top mais gérable ou l'option catastrophique, à chaque fois, toi, t'es tombé sur l'option catastrophique, quoi. Pendant les quelques mois qui ont précédé, ouais. Donc j'imagine que là, tu te sens pas forcément... Alors, je me sens pas forcément... En fait, comment tu te sens ? Le truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, t'as plus rien d'autre que l'espoir de l'opération. Parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment plus rien. Enfin, si tu veux, j'ai attendu la dernière seconde pour me mettre en arrêt maladie. Je tenais plus sur mes jambes. C'était très peu de temps avant l'opération. Et dans le peu de temps qui a précédé l'opération, j'ai passé quelques jours chez mes parents. Et quelques jours, pas très loin, à la campagne, on était partis avec ma petite famille. Et ces quelques jours-là de vacances entre nous, je pouvais pas marcher. Je pouvais plus manger, je pouvais plus marcher. Je ne tenais plus debout. Donc quand l'opération arrive, alors la veille, j'ai eu
Parce qu'il n'y a pas que mon médecin traitant qui m'a toujours suivi, il y a mon kiné qui était aussi assez génial, qui la veille m'a fait un massage, qui m'a dit, vous pouvez annuler jusqu'à la dernière seconde, mais si vous voulez, la veille, je vous fais un gros massage. Et j'ai fait mon gros massage. Waouh. Voilà. Et lui, il est génial aussi. Et donc, quand j'arrive le 6 mars, ben en fait, il y a forcément la peur de pas se réveiller, la peur des nodules, la peur de plein de choses, mais en même temps, t'as plus le choix, quoi. Ouais. Là, t'es au pied du mur, t'es dans un état de... Enfin, je sais pas, il y a plus vraiment de mots. Le niveau d'angoisse, en fait, j'avais dépassé l'angoisse. Enfin, c'était... Parce que je crois que pendant des mois et des mois, j'étais à un niveau d'angoisse phénoménal et indicible, mais là, j'avais dépassé le stade. Et puis, quand on doit dire... Je te crois. Quand on voit sa fille et l'homme qu'on aime nous accompagner là, à ce moment-là, en fait, il faut que ça se passe bien. Prends ton temps. Prends ton temps, respire. Si tu veux prendre un verre d'eau, on fait une pause, tu prends un verre d'eau, il n'y a pas de souci. Ouais, respire, Caro. Et vraiment, je suis désolée de tout ce qui t'est arrivé. Je reviens pas de me dire que ça fait Respire. 1 an presque. Ouais. En fait, il s'est passé un truc, maintenant que j'y repense. C'est que, à partir de il y a 1 an, à partir du moment où j'ai su, j'étais plus dans l'angoisse parce que je savais. Ouais. L'angoisse, c'est quand on sait pas. Exactement. Et en fait, vraiment, mon cerveau avait basculé en mode guerrier, un peu. Je cherchais de la force. Alors, j'avais pas la force physique, mais à ce moment-là, j'allais chercher de la force chez les gens que j'aime et dans ma tête avec les ressources que j'ai trouvées, mais je cherchais de la force. Ouais. Je sais pas à quel point c'était conscientisé, sans doute un peu, peut-être pas conscientisé à quel point. Mais en fait, c'était un réflexe de survie et je crois que ça a marché. Mais c'est vrai que du coup, cette histoire de peur de nodules ou de choses comme ça, en fait, c'est même plus la question, j'ai envie de dire. Ouais, sur le moment, c'est plus ça, quoi. Tout à fait. Et je veux préciser que du coup, au moment où on enregistre cet épisode, on est le 2 février, d'où le côté ça fait 1 an et demi. Au moment de la diffusion, ce sera plus tard, mais là, aujourd'hui, on est le 2 février. Et vraiment, Caroline, je te remercie d'être là et de partager, de déposer tout ça. Donc voilà, tu es sur ton lit d'hôpital, ta voisine de chambre, elle a eu des nodules, on l'a refermée. Toi, on te dit que potentiellement, c'est un risque. Mais toi, tu es en mode guerrière à ce moment-là, dans ta tête, et tu penses à ton mari et à ta fille. Oui. Parce que Et à mes parents. c'est ce qu'on fait les femmes. Et à tes parents. Et du coup, l'opération arrive, et quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal, et en fait, ça fait 1 an que j'ai mal. Quand je me réveille, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai rebasculé du côté chanceux, on va dire, au sens où, donc, techniquement, mécaniquement, l'opération s'est bien passée, on me le dit tout de suite. Quand je me réveille, j'ai un drain, on m'avait prévenu. Alors, on m'avait prévenu, mais on m'avait pas exactement bien expliqué, précisément. Ouais. Donc, ça réserve quand même pas mal de surprises, le drain. Je pensais pas que c'était aussi douloureux, par exemple. Donc, c'est un petit tube qu'on t'a mis au niveau de... C'est un tube qu'on me met, drain. en fait, dans le ventre, qui aspire les liquides et tous les fluides qui vont se balader dans le bide. Okay. Et ils vont regarder s'ils sont de la bonne couleur ou pas et ce qu'il y a dedans. Ok. S'il y a des infections, s'il y a du sang, s'il y a... C'est pour surveillance. Ouais. C'est pour surveillance plus que pour évacuation, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Il y a évidemment aussi une poche urinaire. C'est pas le plus pénible, mais c'est pas agréable non plus. Et puis il y a 6 cicatrices. Mais elles sont légères parce que... Alors, le côté chanceux, c'est que c'était une cœlioscopie. La cœlioscopie, ça veut dire qu'on n'ouvre pas comme ça. Le problème de la cœlioscopie, c'est que comme, en fait, ils rentrent des petites caméras partout, pour bien voir, ils gonflent le ventre avec un gaz. C'est ça. Et ça, c'est ultra douloureux. Ouais. Et en fait, c'est une fois qu'on dit pourquoi j'ai mal partout, aux épaules et tout, on me dit c'est la cœlioscopie. On dit mais c'est le gaz. Vous prévenez pas avant. Non, c'est après toujours. Donc là, à ce moment-là, j'ai mal partout, mais j'arrive pas bien à distinguer où j'ai mal de quoi. Évidemment, j'arrive pas à manger, bon, c'est normal. Et à ce moment-là, j'ai une pompe à morphine. J'ai déjà accouché, je sais comment ça fonctionne, et je sais que si j'appuie trop, ça va se bloquer. Enfin, bon, voilà. Donc, je me fais opérer un vendredi. Et le samedi, j'ai une amie qui vient me voir et je lui dis tiens, j'ai une douleur vraiment bizarre. Encore plus forte, voilà.
Et on appelle l'infirmière qui dit « Oh, bah non, tout va bien ». Et puis elle repart. Et je dis « Non, mais vraiment, il y a un truc qui va pas ». Et il y a une autre qui vient. Et en fait, le drain s'était barré. Et il était rentré à l'intérieur. Donc là, ils viennent, ils mettent leurs doigts comme ça, ils cherchent le drain. Oh mon Dieu. Bon, bah, ils n'ont pas réussi à trouver. Donc je suis retournée sur le billard. Et donc là, de nouveau, célioscopie. Donc de nouveau, le gaz qui gonfle, qui fait mal, et tout ça. Ils ont remis le drain, ils ont bien attaché. Cette fois, ils ont serré très fort sur le lacet. Donc voilà. C'est toujours la même chose. À chaque fois que tu dis à un professionnel de santé, j'ai mal, on te dit non, mais c'est pas ça. C'est quand même dingue que ce soit la réponse par défaut, quoi. On sait, on a les statistiques, mais vraiment, à chaque fois que je l'écoute et que je l'entends dans le podcast, à chaque fois, ça me rend dingue. Bref. Bah, c'est quand même plus drôle parce qu'il y a c'est pas ça et il y a non, vous n'avez pas mal. C'est ça, on te dit ce que tu ressens. Parce que ce qu'on me dit assez rapidement, moi, quand je dis j'ai mal, on me dit bah non, vos résultats sont normaux. Je dis mais c'est très bien, je suis contente que mes résultats sont normaux, mais en fait, j'ai mal. Non, c'était voilà. Et donc cette histoire de la douleur, elle est importante parce que elle continue. Voilà, j'ai vraiment très mal, donc je suis quand même passée 2 fois sur le billard et au bout de 2-3 jours, je les entends qui disent, les infirmières et le petit interne du matin là, je les entends qui disent que j'appuie trop souvent sur la pompe à morphine et qu'il va falloir me l'enlever. Ah bon? Ah bon? Ouais. Donc en fait, en gestion de la douleur, voilà, on est d'accord. En fait, normalement, c'est l'inverse. Si quelqu'un appuie sur la pompe à morphine, on se dit tiens, elle a mal, ça doit être mal dosé, on augmente la dose de base pour limiter les intermédiaires. Bah moi, ils ont dit, tiens, elle appuie trop souvent, donc ils m'ont coupé la pompe à morphine, et là, assieds-toi bien, ils m'ont envoyé un psy et une psy d'addictologie. Oh ouais. On a besoin d'enregistrer cet épisode, mais moi, depuis tout à l'heure, je suis à 2 doigts de fracasser mon ordinateur. Donc je ne vais pas le faire, hein, parce qu'on a... Voilà. C'était assez dingue. What the fuck? Ouais. Mais est-ce qu'on est sérieux? Ouais. Non, on est en 2025, mais quand même. Avec ce qu'on fait en gestion de la douleur en 2025. Donc, je me suis retrouvée... La psy, je l'ai envoyée bouler, hein, je vais pas te mentir. La psy d'addicto, je me suis dit, allez, je vais discuter, parce que j'avais bossé un peu en addicto il y a une 20aine d'années. À un moment, je me suis dit, allez, il faut tenter. Donc, j'ai essayé de discuter avec elle. Et elle me dit, mais moi, je peux rien faire pour vous. Je lui dis, je sais bien. J'ai juste leur expliqué que j'ai mal et qu'en fait, quand on vient de vous enlever 2 organes, parce qu'on m'a enlevé 2 organes, bah, du Doliprane et du Spasfon, ça suffit pas. Et que la prochaine fois, je risque de leur faire manger moi-même le Spasfon et le Doliprane. Elle m'a dit, je peux essayer. Mais... Attends, excuse-moi, Caro. On t'a retiré 2 organes? Ouais. En fait, on m'a enlevé la queue et le corps du pancréas et la rate, mais la rate allait très bien, c'était par précaution. Parce qu'en fait, les chirurgiens ont considéré que comme je suis jeune et en bonne santé, il fallait maximiser mes chances. Mis à part le cancer? Oui. Mis à part le cancer que personne n'a diagnostiqué? C'est ça. Ok. Et en fait, mais ils ont changé d'avis jusqu'à la veille au soir pour la rate. Et la veille au soir, ils m'ont dit, on en a parlé parce que j'avais 2 chires pancréatiques. J'en ai toujours 2, enfin voilà, qui échangent. Et la veille, ils m'ont dit, cette fois, on est sûr, on enlève, on veut pas prendre de risques. Enfin voilà, parce qu'en fait, c'est que si j'ai une microcellule qui se balade et que ça va dans la rate, ça peut dégénérer. On peut vivre sans rate, je vis sans rate, voilà. Mais bon, n'empêche que c'est pas non plus une paille comme opération. Et donc là, voilà, ils me filaient du Doliprane et des Spasfon et on m'a traité toxicomane. Parce qu'en plus, si j'avais été toxicomane, parce que j'aurais très bien pu être toxicomane, je crois pas que ce soit comme ça qu'on fasse non plus pour les toxicomanes. C'est ça, je pense que ça fait partie de la prise en charge en amont normalement et des questions qu'on te pose en amont. C'est effrayant. Mais c'est complètement dingue. C'est effrayant. Et en fait, il y a une infirmière qui m'a prise en grippe parce qu'assez rapidement, c'est vrai que j'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'on faisait avec mon corps. Et en fait, c'est devenu presque du harcèlement. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je passe mon temps à essayer d'être gentille parce que les infirmières, elles font un boulot de dingue et tout ça. Mais en fait, du coup, elle avait mal pris le fait que je ne cautionne pas cette prise en charge et a fait en sorte que je passe pour la râleuse, qu'elle considère mal les infirmières, alors que c'était pas du tout le cas et que c'était pas du tout la question, quoi. Et donc, dès que je demandais quelque chose, nuit et jour, et sachant que je ne dormais pas, évidemment, j'avais mal 24 heures sur 24, je comptais les minutes pour savoir quand j'aurais le droit à mon prochain Doliprane, et j'attendais les médecins pour à chaque fois essayer de négocier, avoir quelque chose, enfin bon, bref. Et à chaque fois, c'était très désagréable, quoi. Enfin, je me suis fait traiter de tous les noms, quoi. Et donc, un jour, mon médecin traitant m'appelle sur le fixe de l'hôpital, de ma chambre. Je me disais, c'est bizarre, je l'ai pas eu. Et il m'appelle, il me dit « Ah bah quand même, j'essaye de vous avoir depuis opération, j'arrive pas à avoir de vos nouvelles, je comprends pas, j'ai essayé d'appeler, enfin voilà, j'arrive pas à avoir de vos nouvelles. » Donc il a été obligé de m'appeler sur le fixe de ma chambre. Donc je lui raconte tout ça, et il me dit « Mais là, normalement vous êtes venu à l'hôpital avec vos médicaments, et comme avant j'avais du tramadol et des choses comme ça, et qu'ils nous disent de venir avec les médicaments, j'en avais en fait dans ma valise. » Et il me dit « Mais vous savez, il y a aucune loi qui vous interdit de les prendre. Là, ils sont pas capables de s'occuper de vous. Vous savez ce que vous faites, vous vous connaissez. Moi, j'ai confiance en vous. S'ils veulent pas me prendre au téléphone, prenez du tramadol. Moi, je veux pas que vous restiez comme ça. » Eh bien,
ils ont tellement réussi. Je savais intellectuellement qu'ils avaient tort, mais malgré tout, je ne l'ai pas fait. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu le médecin, quand je dis le médecin, c'est l'interne du matin, c'est pas le chir. Ok. Le petit médecin, le petit interne du matin, à un moment, je lui dis, écoutez, j'ai eu mon médecin au téléphone et je lui raconte. Et là, il me dit, mais il vous a dit ça, mais c'est complètement irresponsable. Puis alors, qu'est-ce qui est vraiment irresponsable dans cette situation ? Est-ce que c'est mon médecin qui cherche une solution pour pas me laisser C'est ça. Ça, ou est-ce que, je comprends pas. Ou est-ce que c'est toute une équipe hospitalière qui, alors qu'on m'a retiré 2 organes, ne me donne que du Spasfon et du Doliprane. Ouais. Et me demande d'arrêter de me plaindre. C'est ça. Et ne me crois pas quand... Waouh. Mais j'avais pas à avoir mal parce que mes résultats étaient bons, mon liquide était clair, donc j'avais aucune raison d'avoir mal. C'est ça. Donc ce qui est important, c'est parce que toi tu dis, c'est ce que les résultats disent. C'est ça. Et en fait, c'est allé tellement loin, mais en même temps, j'avais que ça à faire, c'est l'avantage aussi. Même si j'ai regretté de ne pas avoir insisté plus, mais suffisamment quand même pour qu'à un moment, on m'envoie un de mes chirs. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée avec du recul, vraiment, je m'en veux, parce que j'ai pas osé. Je me suis dit, oh là 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 là, le chir vient me voir parce que j'ai tellement insisté qu'ils ont daigné m'envoyer le chir. Alors, je vais quand même pas exagérer. Et du coup, je lui ai... Mais c'est débile, hein. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est quand même dans un état de fragilité incommensurable. C'est ça. On fait ce qu'on peut, quoi. Et donc, le chir, c'est n'importe quoi. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui serait affamé depuis 6 mois et on lui dit, qu'est-ce que tu veux manger ? Et il dit, une banane, quoi. C'est un peu ça. N'importe quoi. Et donc, je lui ai demandé un petit machin comme ça, un petit tramadol et tout. Ce qui était peanuts. Donc, en fait, je me suis retrouvée après, grâce à lui, avec un petit tramadol 50 le matin et un Aquisquédon à midi. C'est mignon, mais ça fait pas grand-chose. Et dans les 2 jours qu'on suivit, on me demande comment je suis, je réponds comme à chaque fois que j'ai mal. Et là, l'infirmière me dit, non mais attendez, je vous ai envoyé le médecin, je vous ai envoyé le chirurgien, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? La bonne prescription, en fait. Non, et puis c'est son boulot de m'envoyer. Enfin, je suis à l'hôpital. C'est normal que je vois le médecin et le chirurgien, je suis à l'hôpital. Enfin, sinon, je reste chez moi. Enfin, je sais pas. C'est ça. Et puis surtout, ce qu'il me faut, c'est la bonne prescription. C'est que j'ai pas reçu le bon traitement par rapport à mon niveau de douleur, par rapport à mon vrai problème. Oui. Enfin. Non, mais c'était complètement fou. Et donc, je suis pas sortie de cet hôpital, à genoux, quoi. Et mon médecin traitant m'a récupéré à petite cuillère et m'a bombardé de morphine pour essayer de me faire sortir de la douleur. Au bout d'un moment, ça a marché, mais il en est resté quelque chose. Et en fait, là, ça fait quand même 1 an que j'ai toujours mal. Et j'arrête pas de me demander s'il n'y a pas une part de ça qui se serait pas incrustée quelque part. Parce que personne ne voit, ça fait 1 an que je traîne ces douleurs, quoi. Mais parce que la douleur, au bout d'un moment, elle laisse une trace neurologique aussi, quoi. Et du coup, c'est un signal, la douleur. Et si jamais ça n'a pas été pris en charge correctement depuis le début, eh bien, le signal peut continuer à être émis. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quelque chose pour le bloquer. Caroline, je suis vraiment, 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 vraiment navrée, scandalisée de ce qui t'es arrivé en 2025 en France, quoi. C'est incroyable. Et à chaque fois, on a fait reposer ça sur toi, sur tes délires, sur le fait que les résultats ont dit une chose. Et ce qui est important, au final, c'est des chiffres sur une feuille de papier, plutôt que ton vécu, ton ressenti, malgré le fait que tu perdais du poids à vue d'œil, malgré le fait que ton médecin généraliste était là et te soutenait, ainsi que ton kiné, ainsi que ta famille. J'ai pas de mots, Caroline. J'ai pas de mots. Comment ça va aujourd'hui, Caroline ? Donc, tu as toujours les douleurs ? Oui. Et c'est compliqué pour avancer aussi de ce côté-là, mais je fais ce que je peux. J'en parle à tous les médecins. Il n'y en a pas 2 qui ont la même hypothèse. Oui, parce qu'il y a eu 6 mois de chimio depuis aussi. Ok, donc après l'opération, il a quand même fallu faire une chimiothérapie. Ouais. Encore une fois, je me suis payé le luxe de faire une chimio préventive. Ok. C'est un peu étrange. Une des chimios les plus costauds. Parce que, donc, à l'opération, ils m'ont enlevé 24 ganglions, ce qui est énorme. Et en fait, il y avait vraiment que ma tumeur qui était cancéreuse. Ils n'ont rien trouvé dans les 24 ganglions. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Ils ont coupé très large. Et donc, toujours dans ce truc de « elle est jeune, elle est en bonne santé, on va essayer de lui garder le plus de chances possible en coupant le plus large possible. » Voilà. Et ce que m'a dit le chirurgien tout de suite, c'est la chir sans la chimio, comme la chimio sans la chir. Bon, il avait été un peu brutal ce jour-là, mais il m'a dit, en gros, ça vaut rien, quoi. Il m'a dit, il faut les 2 pour être sûr d'espérer avancer. Et il a dit, c'est pas une garantie, mais ça met plus de chance. Voilà. Okay. Et donc, les douleurs, on ne sait pas
Parce que l'onco va dire que c'est le chir va dire que c'est l'onco, le médecin et les kinés, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas leur domaine. On a essayé d'aller voir au centre antidouleur, je me suis fait envoyer bouler par le centre antidouleur. Comment ça, tu t'es fait envoyer bouler par le centre antidouleur? C'est leur job. J'ai reçu un courrier très bizarre qu'on n'a pas compris avec mon médecin traitant. Il m'a dit, bon, ils sont à côté de la plaque, laissez... J'étais un peu en colère, je me souviens même plus. C'était tellement hallucinant, là. Non, parce qu'on a fait un courrier avec mon médecin traitant. Parce qu'en fait, je les avais appelés, ils m'ont dit, oui, il faut un courrier de votre onco ou du médecin traitant. Et puis j'ai dit, moi, j'ai fini ma chimio. Je suis demandé à mon médecin traitant, je l'ai vu exprès pour ça. Donc, il a essayé d'expliquer la situation. Et ils m'ont renvoyé un courrier me disant que, ils n'ont pas de place en urgence, ça, j'entends bien. En fait, il a double lecture, leur réponse, parce que ça dit, en gros, de me tourner vers mon onco. Mais ça a un côté, vous avez un cancer du pancréas, voyez avec votre onco pour les soins palliatifs. Tu vois où je veux en venir? Ok. Donc, ouais. Waouh. Donc en fait, mon médecin était fou quand il a reçu le truc. Il m'a dit, ils sont à côté de la plaque, j'en ai marre, voilà. Sur le coup, j'avais envie de leur faire une réponse. Et en fait, j'ai économisé ce temps-là et je l'ai mis de côté. Je vais laisser tomber le centre antidouleur. Sur le coup, ça m'avait paru être une bonne idée, puis... Ouais, non, pas expérience personnelle, ça sert pas à grand-chose. Par expérience d'autres personnes qui sont passées pour le podcast, ça passe pas à grand-chose. Et t'attends 6 mois de toute façon pour pouvoir avoir ton rendez-vous. Mais c'est aussi cette violence, non? Pour les soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, alors on peut entrer en soins palliatifs et en ressortir, attention, hein, je dis pas que le soin palliatif, ça veut dire que c'est la fin. Mais envoyer ça comme ça, quand... il est plutôt admis socialement que soins palliatifs, ça veut dire que c'est la fin. T'envoies pas juste ça dans un courrier. Enfin, j'ai quand même un cancer du pancréas. Je leur dis que j'essaye de me battre pour sortir de là, que j'ai un problème de douleur. Et la solution qu'ils ont trouvée, ça a été de se dire, tiens, et si on mettait cette petite image dans sa tête quand même? C'est ça. C'est un peu étrange comme façon de procéder. Du coup, ça m'a inhumain. Un peu coupé dans mon élan d'aller vers eux. Je me suis dit que j'allais prendre par ailleurs, donc je vois une ostéo qui prend par un autre côté le problème. Je continue de voir très régulièrement mon kiné toutes les semaines et mon médecin traitant très régulièrement. Et là, récemment, je suis contente parce que j'ai pas vu le même chir. Parce que je disais que j'avais 2 chirs. Et depuis l'opération, j'en avais vu qu'un. Donc, j'avais pas trop apprécié les réponses par rapport à ma douleur. Et là, le dernier m'a écouté. Même s'il a pas de réponse, au moins, il m'a écouté. Non, mais c'est ça. Voilà. Ça. Je crois pas qu'on demande plus que ça, en fait. Oui. C'est juste de pouvoir parler d'humain à humain, d'être entendu, d'être comprise, d'être crue. Ensuite, tu me dis, parce qu'en médecine, la douleur, c'est parce que la douleur, c'est de la prévention, en fait. Pas forcément du curatif, et donc c'est pas comme ça que notre médecine est pensée ou notre système de soins est établi. Que t'aies pas la réponse, très bien. Mais dans ce cas-là, et un peu cette intégrité intellectuelle et cette curiosité intellectuelle de dire, je sais pas, mais on va chercher ensemble. On va essayer de trouver. Et pas, non, mais écoute, débrouille-toi, quoi. Mais là, Caroline. J'ai un de mes 2 chirs, celui que j'ai vu là ces derniers mois. Il est quand même assez exceptionnel parce que il regarde mes scanners et il m'a fait le coup une fois ou deux de me dire non, regardez, c'est très... Enfin, en fait, il est en train de montrer son formidable travail. Alors, il a fait un formidable travail. Hein. Ça, non, mais ils m'ont sauvé la vie, c'est vrai. Ils ont fait un super travail. Mais en fait, le mec, je lui dis que j'ai toujours mal, que je comprends pas, que j'ai besoin d'être rassurée, que j'ai besoin... Enfin, voilà, qu'il entende et qu'il me parle de ça. Et en fait, au lieu de me regarder moi, il regarde sur son écran, son scanner, il dit « Ah, mais non, mais regardez, c'est parfait, là !» Même une fois, il m'a fait un truc super. Donc, comme je disais, moi, j'ai fait philo, j'ai pas fait médecine, et encore moins radio. Et le gars me montre mon scanner en me disant « Regardez, là, il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de je sais plus quoi. » Donc, je lui disais, non seulement, je ne sais pas lire un scanner, mais en plus, je suis censée voir ce qu'il n'y a pas. Il me montrait ce qu'il n'y a pas. Ah, mais ça, le gars me dit, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas machin. Mais on est où, quoi? C'est délirant. Non, mais les chirurgiens, c'est pas la première fois que j'entends ça aussi, qui sont hyper fiers de leur travail quand toi, en fait, t'es en souffrance et tu veux qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on t'aide à trouver des solutions. Oui. Caroline, comme je disais au début de l'épisode, Caroline, vraiment merci de partager tout ça aujourd'hui avec nous. On a pris contact par l'intermédiaire de Cancer Colère et j'aimerais en parler un petit peu avec toi, de ton engagement dans ce collectif et de savoir un petit peu, parce que le cancer du pancréas, c'est pas si commun que ça. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est pour ça que tu t'es aussi impliquée avec le collectif, puisqu'il s'est lancé de par le vote et l'acceptation à l'Assemblée nationale de la loi du plomb et de tout ce qui touche aux pesticides. Donc, et toi, tu vis en milieu rural. Du coup, je voulais un peu savoir, est-ce que c'est ça le lien
ou pas du tout. Voilà. Alors, il y a plusieurs liens. Il y a effectivement beaucoup de choses dans tout ça. Tu disais, le cancer du pancréas, c'est pas forcément connu, répandu, on pense pas à ça. Pas encore, mais malheureusement... Bah, la preuve, même tes médecins, ils en ont pas passé. Non, mais malheureusement, ça va le devenir de plus en plus. Donc oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'habite en milieu rural, je tiens un bar culturel dans lequel je vends des produits de producteurs locaux, bio. C'est quelque chose que j'ai toujours défendu, qu'on fait à la maison. Je vis là-dedans, en fait. Et malgré tout, même moi, je l'avais pas compris. C'est là que je veux en venir, c'est que c'est complètement fou. Comme nous qui sommes des militants et qui vivons là-dedans, on n'avait pas pris la mesure, en fait, de la problématique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai mal et que j'ai tout ce processus et que j'arrive à ce diagnostic de cancer du pancréas, c'est en parallèle de ma vie de militante, mais à aucun moment je fais le lien, parce qu'en fait, on nous a toujours dit, cancer de pancréas, c'est quoi? C'est deux choses, c'est soit c'est génétique, soit c'est l'alcool et des problèmes de consommation personnelle ou d'attitude personnelle, comme pour plein de cancers. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. C'est vous. Voilà, c'est ça. on prend l'angle génétique ou l'angle des habitudes, voire voilà, moralisateur. Bon, voilà. Moi, immédiatement, je me suis dit, j'ai un cancer du pancréas, c'est de ma faute. En même temps, comme il y a pas mal de cancers, il y a eu des cancers dans ma famille, je me suis dit, c'est l'un ou l'autre, soit c'est de ma faute, soit c'est de la faute de ma famille. Assez rapidement, le chir me disait, t'avais pas trop le tableau quand même, ni de l'un ni de l'autre. Et en fait, c'est quand j'ai vu l'oncologue que... Non, c'est même avant que j'ai commencé à me poser des questions. En vrai, c'est en sortant de l'opération. Les infirmières qui commençaient à passer chez moi, quotidiennement. Ok. Et en fait, j'ai appris assez rapidement que dans le même hameau, on était au moins 2 à avoir la même chose, à s'être fait opérer à 15 jours d'écart. Waouh. Je dis au moins 2 parce qu'en fait, il y en a un, je sais qui c'est précisément. Et après, j'ai entendu quelqu'un d'autre me dire, non, vous êtes 3 dans le hameau, et si on compte un peu plus loin, ça fait 4. On parle juste du pancréas, je ne parle pas de mon copain qui a un cancer du côlon, d'autres cancers du sein qu'il y a autour. Et en fait, j'en parle avec l'infirmière qui me dit, à juste titre, c'est le secret médical, je ne peux rien vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est confirmer que vous n'êtes pas seul. Wow. Et je lui ai dit, mais comment se fait-il donc? C'est bizarre, statistiquement, dans le hameau, on est 20 à habiter à l'année. Ça me paraît beaucoup statistiquement. Elle m'a dit oui, et sachez que vous êtes de plus en plus nombreux, je ne vais pas donner de nom, je ne peux pas le faire, mais... Et puis ça pose des questions, elle dit oui, ça pose des questions. Et donc, bon, ça tournait dans ma tête, et quand j'ai vu donc l'oncologue la première fois, le 9 avril, on discute, et c'est là qu'elle m'a dit non, ce n'est pas génétique, non, ce n'est pas l'alcool, tout ça, enfin voilà, elle voit mon profil, elle voit mon corps. Ça se manifesterait différemment, même si je lui avais caché une espèce d'alcoolisme caché, enfin, elle l'aurait vu et ce n'était pas ça. C'est ça. Voilà, pour remettre tout ce que les gens peuvent raconter comme idiotie. Et donc, je lui demande, je lui dis, mais ça vient d'où alors? Elle m'a dit, mais il n'y a pas de question, en fait. Elle m'a dit, c'est environnemental, tout le monde le sait. Il y a une explosion des cancers du pancréas, pas que, mais le cancer du pancréas est un des plus touchés par cette explosion de cancer au niveau mondial. C'est une épidémie, mais on ne peut rien faire, voilà. En fait, là, j'ai fait le lien, mais ce qui est dingue, c'est que j'étais déjà, en fait, à suivre ce qui se passait avec la loi du plomb, mais j'avais pas fait le lien avec mon propre cas. Enfin, c'est complètement fou. Je sais pas, comme le cerveau se dissocie. Ah oui, non, mais c'est pas fou, parce qu'on se dit toujours c'est ailleurs et c'est plus loin. Oui, c'est jusqu'à ça. ce que ça nous arrive. Mais je crois. Bien sûr. Il y a plusieurs raisons, je pense. Enfin, oui, c'est ailleurs, comme tu dis, mais il y a qu'on se dit, enfin, je me dis, ça doit être angoissant, culpabilisant de se dire qu'on vit dans ce monde-là. Oui, mais en fait, c'est bien ça. Toujours est-il que j'avance dans cette chimio avec cette idée qui me trotte dans la tête, qui se développe. Je suis la loi du plomb. Et là, un jour, je vois Fleur à l'Assemblée qui pousse ce cri qui vient du fond de ses tripes et qui dit « Vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir ». Ça m'émeut parce que quand j'ai entendu ça, ça m'a touchée au plus profond. Et je me suis dit... Elle a raison, c'est là que ça se joue. Tout est là. Et dans cette manière de dire non, dans cette manière de s'exprimer, de dire « Mais les malades ont le droit de parler, c'est à nous de le faire, puisqu'on n'entend pas les scientifiques, on n'entend pas les médecins, ça va être aux malades de le faire. » Donc j'ai suivi Cancer Colère, j'ai essayé de les joindre assez rapidement. Bon, j'ai réussi et donc j'ai intégré le mouvement et maintenant j'y consacre énormément de temps et d'énergie parce que malheureusement... c'est ça, en fait. On est obligé de mettre un visage et de dire qu'en fait, on ne parle pas que de chiffres. Parce que quand on dit aux gens, plus de la moitié des cancers aujourd'hui sont d'origine environnementale. Quand on dit aux gens, il y a 2 fois plus de cancers
Il y a eu le double de cancer entre 90 et 2023. Enfin, on peut dire plein de chiffres, plein de choses. Effectivement, quand on piche pas qu'en fait, les malades, c'est nous. C'est nos enfants, c'est nos amis, c'est nos voisins. Ça reste abstrait. On a décidé de porter ce truc-là et de dire, s'il faut vraiment ça, on en est là. On va venir vous dire ce que c'est que d'être malade et dire que c'est politique, en fait, que la maladie, elle est politique. Parce que c'est un ensemble de choses, c'est une origine. Nous, ce qu'on attaque, ce sont les causes structurelles des cancers, des maladies. Donc là, on parle des pesticides et de tout ce qui est produits phytosanitaires et du système économique, évidemment, qui organise ce truc-là. Il y a toute une chaîne parce qu'après, il y a quand même ce qui est complètement délirant, la chaîne de soins, où à un moment, les mêmes entreprises qui font les pesticides font les traitements contre le cancer et qu'on nous dit « alors, vous n'êtes pas content ? Vous avez qu'à les refuser ?» On nous le dit, hein. On nous le dit. Comme si on avait le choix. Ah, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Waouh ! Ah bah oui. Ah oui. Incroyable. Non, mais Incroyable. Donc, on a une industrie... On a atteint un niveau de cynisme assez dingue, oui. C'est ça. On a une industrie chimique qui joue aux pompiers pyromanes et ensuite, on dit aux gens, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours les refuser. Exactement. Et en gros, ça veut dire, si ça te va pas, tu peux mourir, quoi. Bah oui, mais c'est ça qu'on nous dit. Non, mais bien sûr. Mais on nous le dit, oui. Et donc, on va quand même les faire, ces traitements qui nous rendent malades encore plus. Et donc, on les paye. La Sécu les paye et nous, on les paye. Et on les paye à quel prix ? Au prix que eux, ils fixent. Je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, ce sont les entreprises, les chimistes qui fixent leur propre prix. L'État dit amen. Leurs prix ont augmenté de 100% en 2 ans. Ça dérange personne. Et après, on nous dit que s'il y a un trou de la Sécu, c'est aux malades de payer. C'est à cause de malades, tout à fait. C'est notre faute. Donc, il y a des gars qui nous empoisonnent, les mêmes essayent de nous soigner avec des produits hors de prix, et c'est à nous de payer la note. C'est complètement délirant. Non, c'est ça. Eux, ils ont trouvé le business model parfait, quoi. Ah, mais bien sûr. Mais pourquoi ils s'en priveraient en même temps ? Pourquoi ils s'en priveraient ? C'est ça, puisque l'État dit amen. Mais bien sûr. Là, aujourd'hui, c'est important, parce que là, bon, je sais bien que le podcast ne sera pas diffusé aujourd'hui, mais on est le 2 février. Il se passe quoi aujourd'hui ? Il y a Laurent Duplon, un mec qui a pondu la loi Duplon 1, donc il y a quelques mois. Comme l'acétamipride a été retoqué par le Conseil constitutionnel, il s'est dit je vais la remettre dans une loi Duplon 2. Et puis comme ils n'avaient pas réussi à tout avoir, donc voilà, il y a une loi Duplon 2 pour finir de détruire les petites fermes, parce que c'est pas que nous qui... Ça tue des gens, mais ça tue aussi les fermes des agriculteurs, ça tue les sols, enfin ça ne tue pas que les pauvres malades comme nous. Ça tue tout. Tout un écosystème. Ça détruit d'autres vies, c'est ça. Et donc aujourd'hui, Laurent Duplon, il s'est dit, au Sénat, une assemblée représentative, même si c'est indirect, on va passer la journée à écouter des lobbyistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénat. Aujourd'hui, 2 février. Donc là, toute la journée, s'enchaînent des lobbyistes qui vont expliquer aux sénateurs que s'ils ne votent pas la loi Duplon 2, ça voudra dire qu'ils ne soutiennent pas l'agriculture, ce qui est complètement faux, bien entendu. Waouh. Donc voilà, c'est Arnaud Rousseau qui fait les lois, en fait, en France. Arnaud Rousseau qui est ministre de l'Agriculture, Premier ministre, et ministre de la Santé aussi, parce qu'il y a quand même une interrogation elle est où, la ministre de la Santé, dans tout ça ? C'est une excellente question. Alors si, je sais où elle était le week-end dernier, elle est en train de se faire réélire à Orléans. On peut pas tout faire. Mais voilà, on aimerait bien l'entendre, la ministre de la Santé, à un moment où donc il y a Duplon 1, parce qu'en plus, Duplon 1 qui n'a pas été appliqué surtout. Donc là, il y a Arnaud Rousseau et des trucs qui sont en train d'insister pour faire appliquer ce qui n'était pas encore passé, donc tous les problèmes de pollution des captages d'eau, de tout ça, tous les sujets qui sont autour. Et à côté de ça, il y a au niveau européen, Omnibus, et tout le paquet d'horreur qui va avec, et toutes les lois sur les OGM. Enfin, c'est une catastrophe. Et tout arrive, là, en même temps, on se fait bombarder de partout. Absolument. Donc, en fait, là, on n'a pas le choix. Là, tu me demandais comment j'allais en début discussion. En fait, j'ai pas dormi, je dors pas parce que je dors pas, j'ai mal, et puis je suis stressée. Parce que là, je me dis, en fait, là, en ce moment, il se joue un truc. On est dans une situation de péril imminent, incroyablement grave. Allumer les chaînes de télé, regarder les journaux, on n'en parle finalement que très très peu. Quand on en parle, on dit les agriculteurs, sachant que généralement quand on dit les agriculteurs, soit c'est la FNSEA, soit c'est la CR, jamais c'est la Conf. C'est ça, c'est jamais la Confédération paysanne. La Conf, ce sont des écoterroristes. Voilà, la Confédération paysanne n'a qu'une place, c'est en garde à vue. Elle n'a pas à être sur le débat public. C'est ça, parce qu'il y a une certaine façon. Et en fait, c'est insupportable. Il y a une certaine façon de faire le business. Absolument. La situation est insupportable, voilà. Merci Caroline. Merci énormément, Caroline, d'avoir pris le temps de partager ton histoire et ton parcours d'horreur aujourd'hui avec nous, parce qu'il n'y a pas d'autre terme que celui-là. Et donc, on arrive à la fin de cet épisode, malheureusement. Quand on arrive en fin d'épisode, Ça peut durer longtemps. Oh oui, on pourrait faire 6 heures là-dessus.
J'ai quelques questions pour toi. La première serait de compléter la phrase du nom du podcast. Je pensais que j'étais la seule. Donc, si tu pouvais compléter cette phrase, ce serait quoi ? Je pensais que j'étais la seule. Pendant longtemps, j'étais triste de voir que nous étions nombreux, mais depuis quelque temps, et grâce à Cancer Colère, je suis ravie de voir qu'on est nombreuses. Parce que dans le nombre, il y a aussi une force, quoi. Absolument, oui, absolument. C'est ça. Et cette colère qui est totalement légitime, je l'entends, je la comprends, je la ressens et je la vis avec toi et avec toutes les personnes du collectif. Ma deuxième question est si jamais tu pouvais dire quelque chose à la toi de 2023, quand elle a commencé ce parcours de soins, ou à toute personne aujourd'hui, à une femme qui commence un parcours de soins, qui sait qu'elle a des douleurs mais que personne n'écoute, si tu avais un mot pour la toi d'il y a bientôt 3 ans ou quelqu'un qui débute ce parcours aujourd'hui. C'est très simple, hein. Écoute-toi, lâche pas, écoute-toi. Ouais, fais-toi confiance, absolument, absolument. Caroline, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi ? On a parlé de cancer colère, j'imagine que ça peut être un bon exutoire aussi psychologique. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, c'est certain que ça a une place énorme que j'avais pas du tout anticipée. Et en fait, mon médecin me disait il y a 2 jours, je le sais parce que c'est lui qui l'a dit, je veux pas lui piquer ses mots, mais il a très bien expliqué. Il m'a dit, il voyait comme ça me permettait de me sortir de moi. Et c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est que quand on est dans la douleur, dans la souffrance depuis autant de temps, à être tout le temps en train d'essayer de guetter ce qui va pas, de voir comment son corps fonctionne, le stress, en fait, d'être concentré sur quelque chose de plus grand, c'est salvateur, ouais. Ça aide à prendre le relais de l'énergie qui peut-être aurait pu s'épuiser, là. Et moi, ça me permet de continuer de garder cette force parce que c'est un marathon. Ouais. C'est un marathon, tout ça. Et puis, de toute façon, j'ai toujours été militante, mais c'est la première fois que je me bats pour ma propre vie, pour la vie. C'est pas la plus belle des causes. Enfin, si celle-là, je la prends pas, je l'attrape pas au vol, je fais plus rien, quoi, ce que je me dis. Donc, le boulot est complètement dingue. Il y a un côté Sisyphe dans ce truc, mais... J'imagine. Mais ça vaut le coup. C'est la plus belle des luttes, je crois. Ouais, ça fait du bien, ça aide. Après, pour prendre soin de moi pour le reste du temps, j'y arrive très peu, en vrai, parce que, oui, le cerveau est très occupé, oui, il y a beaucoup d'insomnie. C'est pas évident. J'essaye, si, il y a quand même... j'y arrive peu. Plus reprendre contact avec les gens, les amis. L'entourage. Parce que... Et le soutien. On s'éloigne facilement quand on est malade. Ouais. Parce qu'on veut pas le faire reporter aux autres. C'est très très dur pour les autres. On le voit dans leur regard, c'est dur pour eux, notre maladie. Tout à fait. Donc c'est plus facile de prendre de la distance et j'essaye un maximum de soigner ma relation aux autres. Tout à fait. Et c'est pour ça que le podcast existe parce que, comme je le dis, la maladie, en fait, elle nous isole en tant que femmes. Beaucoup. C'est pour ça que le podcast est là. La dernière question est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Par des très bons résultats. Mais si, j'aimerais bien ça. De continuer sur cette lancée, parce que oui, il ressort du bon finalement de tout ça. Ouais. Donc, si mes résultats se confirment, et je demande que ça, et ça va être long, tous les 3 mois pendant des années à vérifier, j'espère que ce que j'ai appris humainement et philosophiquement, j'espère que tout ça, j'arriverai à en faire quelque chose et de le garder. Magnifique. Je sais pas quoi encore. Tu nous diras, tu nous tiendras au courant. J'ai une question subsidiaire, j'ai envie de dire, puisque tu nous parlais du nombre de cancers dans ton hameau qui ont été démultipliés, et tu dis que tu as une fille. Je voulais savoir, et c'est une question, comment tu te sens de vivre là où tu vis aujourd'hui ? Ça fait très très peur, mais le problème, c'est que je suis pas sûre que le problème soit où je vis. Et que c'est un peu comme tout le reste avec ces questions-là. Je suis pas sûre. Des pesticides, il y en a dans la terre, dans l'eau, dans la pluie, dans l'air. Il y a 140 tonnes de pesticides au bas mot dans les nuages en France en ce moment. Je suis pas sûre que déménager de 10 ou 20 bornes changera quoi que ce soit. Je crois que le mieux que je puisse faire pour ma fille, c'est de continuer de me battre pour essayer de changer les problèmes dans le fond. Je vois pas d'autre solution. Prendre les choses au coup par coup, c'est manger bio. Oui, on mange bio, mais c'est pas une fin en soi. Tout à fait. Ce qu'il faut changer, c'est le modèle qu'il y a derrière. Tout à fait. Oui, on pourrait se dire on déménage, mais je suis pas sûre qu'on trouve un hameau où il y aura moins de cancer. Et voilà, je crois pas que ce soit une fin en soi. Magnifique. Caroline, merci infiniment pour ton temps, merci infiniment pour ton partage. Oui, moi je voulais dire aussi, Dis-moi. merci à toi. Oh, merci. Non mais merci infiniment de m'avoir contacté, de m'avoir écouté depuis le début. Mais voilà, moi les podcasts que j'ai écoutés, j'ai pas eu le temps d'écouter tout ce que je voulais, j'en écouterai plus après, mais ça m'a fait un bien fou. Je les ai diffusés et je connais pas mal de gens qui les ont écoutés et tous ont pris des claques, enfin toutes, surtout des femmes. Mais pas que, mais surtout des femmes. Et je te remercie au nom de toutes celles que tu as su écouter et toutes celles qui t'écoutent. Parce que tu te rends pas compte à quel point ça fait du bien.
Merci. Merci à toi. Je vais pleurer maintenant. Mais Vraiment, merci. Tu peux, mais... Merci. Chacune son tour. Chacune son tour. C'est pour ça vraiment que je fais le podcast. Et donc, ce retour, c'est le plus beau des retours. Merci infiniment, Coraline. Et voilà. Et je te dis à très bientôt. Et de toute façon, on prendra de tes nouvelles et on va suivre la loi du plomb. Ah bah, j'espère, oui. À très bientôt. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, s'il t'a parlé, je t'invite à le faire vivre, à le partager avec une amie, une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également, puisque c'est l'heure des réseaux sociaux, à liker, commenter, t'abonner et à nous retrouver sur les réseaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et, si tu le souhaites, toi-même venir déposer ton vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler, c'est déjà agir et que agir, c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.